Bonjour, l'Agmara, la page 27b de Rosh Hashanah, le chapitre 3. On continue notre grande braïta qu'on a expliqué, notre grosse Mishnah, et on poursuit. Alors on poursuit sur la suite de la braïta. Donc on venait d'expliquer le cas de notre... le cas qui était expliqué, c'était celui d'un trou dans un chauffard. On était dans ce cas particulier, et on a vu qu'il y a vraiment une vraie, comment dirais-je... Enfin, c'est très variable la manière de pouvoir concevoir cette idée-là. Et on a vu que, par exemple, les sages te disaient que le moindre trou, dès qu'il est rebouché par quel que soit le produit que tu utilises, que ce soit avec un chauffard, ou que ce soit avec une matière de chauffard ou une matière non étrangère, une matière étrangère, eh bien, c'est interdit. Rabbi Nathan, lui, il avait dit que si c'est de même nature, le chauffard est valable, et si c'est pas de même nature, il est invalide. Et puis, dans les explications qu'on a trouvées, avec Rabbi Yochanan, on a deux versions complètement opposées, et on a été obligé de définir quelques règles d'analyse pour comprendre et savoir, mais alors à ce moment-là, la halakha, elle suit quelle analyse? Alors, la braïta continue, donc elle continue, donc c'est la suite. Tzipaou zahav mi bifnim, s'il a recouvert un chauffard d'or à l'intérieur, pasoul, il est invalide. Mi bachutz, mais s'il l'a recouvert à l'extérieur, alors quelle est la loi? Im nishtana kolo mikemot shehaya, si le son produit diffère de ce qu'il était avant que le chauffard ne soit recouvert, pasoul, le chauffard est invalide. Ve im lav kacher, mais sinon il est valable. Nisdak le orko, si le chauffard est fendu dans sa longueur, pasoul, il est donc invalide. Les rochbo, s'il est fendu dans la largeur, la loi est Im nishtayer bo shiur tekiya, s'il reste dans sa longueur, la mesure pour une sonnerie, le fameux tefach, kacher, le chauffard est valable. Ve'im lav, pasoul, mais sinon il est invalide. Ve'kama shiur tekiya, et c'est quoi la mesure requise pour une sonnerie? Ah, alors même sur ça il y a discussion. Alors vous allez voir c'est quoi un tefach. Perash Rabban Shimon ben Gamliel, Rabban Shimon ben Gamliel nous a expliqué Kede Sheyochazenu Beyado, assez grand pour que quand on le tient dans la main, Veyerae Lekan Velekan, il soit encore visible de chaque côté. D'accord? Donc c'est à peu près 15 cm, vraiment. C'est un petit peu au-dessus, qui dépasse la main. Vous imaginez une main, et quand vous tenez votre chauffard, il dépasse d'en haut et d'en bas un petit peu pour qu'on puisse voir de chaque côté. Donc, Hayakolo Dak, si le son du chauffard était naturellement ténu, ou ave ou grave, Otsarour ou Rouk, Kacher, il est valable. Chez Kol Akolot Kesherin Bachofar, car tous les sons du chauffard sont valables. Alors, voyons les commentaires de tout ça, parce qu'il y en a pas mal. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Alors si je reprends notre braïta, alors c'est une sorte une espèce de répétition, mais avec encore pareil, quelques précisions. Par exemple, quand on a cité le chauffard fendu, on n'avait pas dans la Mishnah la question du chauffard fendu dans la longueur ou dans la largeur, on avait juste fendu. Alors, c'est un exemple. Alors, s'il est fendu dans la largeur, justement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que fendu dans la longueur, justement, on l'a déjà vu, à la page 27a. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans la largeur? Alors, c'est-à-dire que sur la majorité de la circonférence, c'est Rachid qui nous explique, qui est expliqué par le Rashba, donc c'est a priori Rachid qui nous explique de ce que ça veut dire. Bon, fendu dans la largeur, je pense qu'on a compris, si c'est pas dans la longueur, la largeur, c'est de l'autre côté, c'est pas très dur. C'est-à-dire quoi? Alors, il nous explique comme ça, si moins de la moitié de sa circonférence est fendue, le chauffard est valable, quel que soit l'endroit où il est fendu, parce que cette fente est considérée comme un trou de taille insignifiante. Donc en fait, une fente sur la largeur peut être considérée comme un trou, tout simplement. Et il nous dit, c'est sur s'il y a moins de la moitié, c'est un trou. Si c'est plus de la moitié, c'est une fente. Voilà, c'est tout simple, quand c'est troué. Si vous avez un trou qui s'étale comme ça dans la circonférence jusqu'à plus que la moitié, ça s'appellera une fente. Moins, ce sera simplement un trou. Et ce n'est pas considéré comme une fente. Alors, qu'est-ce que ça implique d'ailleurs ici que dans sa largeur, qu'est-ce qu'il nous a dit?
Alors, s'il reste dans sa longueur, la mesure requise de la sonnerie, donc on revient vraiment sur le cas du trou de là, je ne sais pas si vous vous rappelez dans la vidéo d'avant, mais dans la vidéo d'avant, j'avais expliqué justement, a priori, on avait vu que les sages avaient une position un peu dure pour le trou. Ils disaient que quelle que soit la manière dont tu vas reboucher le trou, il est interdit. Ben, en fait, ça correspond finalement à ce qui est dit là, regardez. Il te dit que s'il reste dans la largeur une mesure requise pour la sonnerie, ça veut dire que si on a le minimum, la taille minimale d'un chauffard pour pouvoir faire la sonnerie, il est valable, même s'il y a le trou au-dessus. Donc c'est vraiment le cas du trou qu'on avait expliqué, c'était véritablement celui de la fente dans la largeur qui est expliqué ici. C'est-à-dire que si le trou se trouve au-dessus du téphar, c'est ce qui explique qu'il reste autorisé. Vous voyez ? Donc on peut imaginer très bien que l'exemple que les sages avaient donné dans notre vidéo précédente, dans le texte qu'on a expliqué précédemment, et qui faisait qu'ils interdisaient, quoi qu'il arrive, qu'il y ait un trou comblé avec une matière de même nature ou de pas la même nature, eh bien, c'était le cas où il y a un trou dans la partie du téphar qui est autorisée. C'est-à-dire qui a été expliqué ici comme étant la main, avec un peu de... ça dépasse au-dessus, derrière, un petit peu, au minimum. Ok ? Alors, on continue dans les commentaires. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Alors, quand il parle ici, il dit s'il reste dans la longueur, la mesure requise pour une sonnerie valable. Alors, ça veut dire quoi? Plus précisément de la fente à l'embouchure étroite du chauffard. Toutefois, d'autres soutiennent que cette longueur intacte peut se trouver à n'importe quel endroit du chauffard. Ah, voilà quelque chose d'intéressant ici. Donc, on voit que ici, alors, moi, ça me semblait logique, évidemment, d'imaginer un chauffard kasher avec la longueur du téphar. Mais encore une fois, j'ai été un peu trop vite. Alors, j'ai pensé comme Rashi, puisque c'est ce que nous dit Rashi. Mais pour d'autres, ils imaginent la possibilité, ça doit être les mêmes qui ont dit d'ailleurs que quand on parle de la majorité du trou, vous vous rappelez à propos de Rabbi Yochanan, et ceux qui ont pensé que cette majorité que pouvait contenir ce trou, est-ce qu'il reste une majorité? C'est pas dans la partie du téphar, c'est dans la partie n'importe laquelle. Là, c'est la même logique qui s'applique, tout simplement. C'est-à-dire que ici, les mêmes qui pensent ça pensent aussi, au fond, que s'il reste un téphar quelque part dans le chauffard, si vous avez un chauffard d'1 mètre, et qu'à un endroit donné du chauffard, vous pouvez le tenir avec la main et ça dépasse un peu au-dessus, un peu derrière, alors ça s'appellera kasher. Il y a une partie du chauffard, en tout cas, qui est kasher. Et donc, si vous avez un trou à l'endroit où il y a l'embouchure, à côté de l'embouchure, on peut le reboucher, pour eux, d'une certaine manière. C'est pas sûr, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il perçoit la chose. J'ai l'impression. En tout cas, Rachid, lui, nous dit quelque chose de plus logique, je trouve, à savoir que quand on a, en fait, le départ du chauffard qui reste valable, tout simplement. La partie la plus essentielle, c'est-à-dire à partir de là où tu sonnes, tout simplement. Moi, c'est la logique que je suis, c'est la logique qu'il doit suivre aussi. C'est ce qui paraît logique, puisque pour faire le son, il faut bien le sonner à partir du moment où ça sort de ta bouche, et le départ du son, l'essentiel du son se fait sur l'embouchure et les 15 premiers centimètres. Donc c'est là-bas que se trouve l'essentiel du chauffard, puisque de toute façon tu as le droit de couper ton chauffard n'importe où. Donc imaginons tu as un trou quelque part dans un chauffard d'1 mètre, tu pourrais le couper pour le raccourcir. Donc voilà, alors que si tu raccourcis ton chauffard du côté de l'embouchure, il est fini. Il manque l'endroit par où tu peux sonner, donc tu pourras pas le sonner, c'est juste un tube. Donc ça paraît logique, je ne comprends pas la logique des autres. Enfin bref, continuons. Donc ce chauffard est valable, ils nous disent. Alors ici, on considère en fait la partie située au-delà de la fente comme absente. Ce cas s'apparente à celui d'un long chauffard que l'on a raccourci. Ben voilà, c'est ce qui était logique. C'est Rachid qui le dit. C'est bien ce que j'avais en tête. C'est ce qu'il a en tête. J'ai bien compris sa logique. Lui, il voit la chose comme effectivement. D'ailleurs, on a déjà expliqué plusieurs fois que le son du chauffard, il avait déjà expliqué Rachid. Donc c'est pour ça qu'il explique toujours de la même manière. Il suit sa logique. C'est-à-dire une logique où tu considères que le son démarre à partir de l'embouchure jusqu'à la distance de téphar. Et puis après, c'est que du plus et tu peux couper si tu as envie. Donc que tu peux rajouter éventuellement quelque chose ou pas. Il y a une logique, Donc un tel chauffard est validé plus haut dans la Braïta, on l'avait vu apparemment. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a dit dans ce passage qu'on vient de réciter? Alors il nous expliquait donc c'est quoi la partie valable. Donc on a expliqué déjà 3 fois, là maintenant on va le refaire. Donc c'est quand tu le tiens dans la main
et qu'il soit visible de chaque côté. C'est pour ça qu'on dit à peu près 15 cm, entre 12 et 15 cm, ça dépend des mains des gens. Voilà, c'est à peu près 15 cm, c'est-à-dire que quand tu vas le tenir, tu peux le dépasser ici, tu peux le dépasser de l'autre côté. Donc il est toujours visible. Alors qu'est-ce que ça veut dire, visible? Alors, dans une braïta similaire, on va avoir une explication ici. On a une braïta qui ressemble à celle-là, comme de gouttes d'eau, donc, qui se trouve dans le traité de Nida, à la page 26a. Rabban Shimon ben Gamliel nous dit que cette mesure est ce qu'on appelle donc le tefar. Donc un tefar, c'est à peu près ça. Et pourquoi est-ce que c'est jamais précis? Tout simplement parce qu'on n'a pas tous les mêmes mains, et que selon les mains des uns et des autres, un tefar ne sera pas exactement la même chose. Okay? Mais c'est en gros la largeur d'une main, okay? Quand tu tiens un chauffard et que ça dépasse un peu au-dessus et un peu en dessous. Alors qu'est-ce qu'il nous explique ici? Rabban Shimon nous dit, donc c'est le Tefar, le Ran cite la Gemara dans le traité Menachot, à la page 41b, qui enseigne qu'un Tefar équivaut en fait à la largeur de 4 pouces. Il explique donc que puisque le pouce est le plus large des doigts de la main, si quelqu'un tient un chauffard d'un Tefar de long, dans ses 4 autres doigts, celui-ci dépassera forcément un peu de part et d'autre de sa main. Donc 4 pouces, c'est un Tefar. Prenez un pouce, et vous faites un calcul, 1, 2, 3, 4, bon, là c'est 8 cm, c'est un petit pouce. Alors ensuite, ça dépend des pouces des gens, mais ça me paraît bizarre parce que les 4 doigts, le pouce n'est pas toujours le plus large, c'est-à-dire que ça dépend où tu calcules la largeur du pouce. Bon, je regarde ma main pendant que je vous parle. Alors on continue. Pour ceux qui veulent une information, je préfère jouer de la mandoline que de la guitare, pour des raisons de main. Alors la largeur, on ne parle pas de la longueur, on parle bien de la largeur. J'ai déjà vu des mains avec des doigts très 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 fins, et des pouces encore plus fins que le mien, j'ai envie de dire. En général, c'est les gens qui jouent au piano surtout. Ils sont très 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 fins. Et c'est pas la même longueur selon les gens. Alors on continue. En tout cas, il nous explique que puisque le pouce est le plus large de ses doigts de la main, donc il essaie en fait de trouver une raison pourquoi le tefar est égal à cette main que tu englobes un chauffard. Donc il a trouvé une raison. Alors on sait alors qui c'est qui a expliqué ça? C'est le Ran. On sait que le Ran avait un pouce bien plus large que ses 4 doigts. Si quelqu'un tient donc un chauffard d'un tefar de long dans ses 4 autres doigts, celui-ci dépassera un peu de part et d'autre de sa main, évidemment. Voilà, c'est comme ça qu'il explique. Le Roche explique que Rabban Shimon n'a pas simplement dit que la dimension minimale d'un chauffard est d'un tefar, mais il voulait expliquer la raison de cette exigence. Il est nécessaire que le chauffard ait un tefar de long pour que les gens puissent le voir et qu'ils ne croient pas que le son ait été produit par exemple par la main du sonneur. On ne sait jamais, peut-être quelqu'un, il y a des gens, moi je sais faire sonner entre guillemets la main avec un brin d'herbe comme ça, les petits trucs sympathiques qu'on apprend dans les colonies, et tu peux donner un son qui ressemblerait presque à un chauffard. Bref, alors cette explication ici nous dit que la longueur de la dimension minimale d'un tefar, par rapport à ce qu'on vient d'expliquer, c'est-à-dire que si le Rabban Gamliel a donné l'idée d'un tefar, c'est parce qu'il faut que ça dépasse un peu. Il ne faut pas que ce soit exactement, comme a dit Loran, la longueur de cette main. D'accord? Mais il faut que ça dépasse un peu au-dessus, un peu au-dessous. Donc un tefar, ça doit être une longueur où tu vois quand même dépasser. Donc c'est une exigence. Donc cette explication sous-entend que la dimension minimale du tefar est une exigence des sages, alors que Tosfot, dans la Gemara de Soukas, à la page 7b, pense clairement que c'est une exigence de la Torah. Donc certains pensent que c'est une exigence des Rabbanim, d'autres que c'est de la Torah. Bon, toujours pareil, cette discussion. Pour le Ritva, la dimension minimale d'un tefar n'a été dite que pour une personne de taille moyenne. Mais une personne de grande taille, le chauffard devrait être plus long, de façon à être visible des deux côtés de la main. Toutefois, la majorité des Rishonim contestent cela et pensent qu'un chauffard d'un tefar est valable, quelle que soit la taille de celui qui en sonne. Alors, on revient sur cette discussion qui est récurrente, d'accord? À savoir les cas pratiques avec le cas théorique, en quelque sorte. On avait déjà vu plusieurs fois dans la Gemara ici, qu'il y a toujours eu, alors ça c'est dans le commentaire qu'on voit ce cas-là, mais on a déjà vu dans la Gemara ce problème lié justement aux dimensions relatives que donne la Torah. Et justement ici, ce tefar, il est complètement relatif, puisqu'on t'a dit que c'est celui qui doit, comment dirais-je, on te dit, tu prends dans la main un chauffard, si ça dépasse au-dessous, ça fait le tefar. Or, la main des gens, elle n'est pas la même. Et donc c'est relatif, c'est une distance complètement relative. Et on avait expliqué, vous vous rappelez de cette discussion qu'on a déjà eue avec Rabbi Zera, qui expliquait que à chaque loi, on peut remettre en question si on va chercher les cas un peu extrêmes. Et tu as des gens qui ont des très grosses mains,
s'il prend un téphar, il le mange le chauffard, ça suffit pas, ils ont besoin de plus. Puis il y a des gens, ils ont des toutes petites mains, même un demi-téphar, ça suffira pour le voir dépasser de la main, le chauffard. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors on a déjà expliqué la raison, on a déjà expliqué que, en tout cas Rabbi Zera, je crois que c'était lui, avait expliqué, donc on avait déjà dit sur ce débat, puisqu'il reviendra, il revient tout le temps dans la Torah, hein, avec le fameux exemple, par exemple, de cet œuf, du volume d'un œuf, et on te disait que le volume d'un œuf à qui il manquerait un grain de sésame, eh bien il n'est pas valable ce volume, c'est plus le volume d'un œuf, c'est le volume en dessous d'un œuf. Mais qu'est-ce que c'est qu'un volume d'un œuf de base? Tu peux avoir des tailles M, des tailles L, enfin, les œufs ne sont pas systématiquement la même taille. Et un grain de sésame, c'est tellement rien. Mais donc, qu'est-ce que voulait nous enseigner justement le Rabbi Zera de la Gemara? D'accord? Qu'est-ce qu'il voulait nous enseigner? Il nous enseignait justement qu'on donne d'abord des normes qui s'adaptent à tous. Et là, on a donné une taille moyenne. Donc, c'est ce que nous disait ici. On donne d'abord une taille moyenne de ce que c'est qu'un téphar. C'est par rapport à un monsieur moyen. Donc, monsieur moyen, tu lui calcules sa main environ. Hein, c'est ceux qui font la taille 40, 41. Dès que c'est taille 43, 46, c'est plus la taille moyenne. Dès que c'est la taille 36, 39, c'est plus la taille moyenne. La taille moyenne, c'est 41, 42, quoi, environ. D'accord? Et c'est à partir de cette taille-là que tu détermines, pour les pieds, hein, je parle, mais c'est à partir de ces gens de cette taille-là que tu vas déterminer ce que c'est environ un téphar. Et puis après, alors, mais la réflexion quand même était très bonne. C'est-à-dire que, vu qu'on a donné une raison, à savoir que la raison de ce téphar, c'est quand même pour nous obliger à voir ce chauffard et ne pas imaginer qu'il souffle dans la main. Donc on pourrait dire que dans certains cas, effectivement, c'est lui qui veut bien faire les choses, même si la loi est avec lui, qui peut sonner avec l'impression qu'il a un truc dans la main, qui sonne avec la main, avec un petit chauffard par rapport à sa main, il sera quand même tenu, lui en particulier, d'avoir un chauffard pour faire le mieux, même si la loi est avec lui, qu'il a le droit, puisque un téphar, c'est un téphar. Eh bien, il sera mieux pour lui d'avoir quelque chose qui dépasse, quand même. Parce que l'origine de la loi, c'est quand même celle-là. Donc il faut aller au-delà de ce qu'on appelle la lettre de la loi. C'est ça l'idée aussi. Alors, on continue. Bon. Alors, la Gemara nous cite une règle, donc on vient de citer notre Gemara. Hein. Alors, ah oui, le dernier point, on n'a pas expliqué le dernier point. Dans le dernier point, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le son du chauffard était ténu, ou grave, ou rauque. Eh bien, il est cachère. Alors, qu'est-ce que vous nous dire ici? C'est-à-dire quoi? Rashi nous dit il est sec, un son sec. Il existe une autre version, tsarour, qui voudrait dire en fait rauque. Donc c'est soit rauque, soit sec. Alors qu'est-ce qu'il veut dire? C'est-à-dire que si aucun des sons anormaux n'a été causé par un facteur extérieur invalidant. Ça veut dire en gros, il a un son normal. Ce qu'on entend là, quand on parle d'un son ténu, grave ou rauque, ce sont les sons habituels que tu peux avoir d'un chauffard. Si tu as un son un peu différent de ces trois genres de sons, on est dans un autre problème. C'est ça le son qui change. Bon. C'est difficile de mettre par écrit la qualité et on va dire ce que devrait être comme son, le son du chauffard par écrit, quand il le décrit comme ça. Et en plus, tu passes par la traduction, donc il serait intéressant d'essayer de comprendre de quoi il s'agit. Bon, j'ai déjà sonné du chauffard, vous avez soit un son aigu, ce qu'on appellerait le son aigu, alors ça doit être ténu, mais peut-être ténu, c'est un son qui est très faible en fait, parce que vous avez ce qu'on appelle le son grave, le son aigu dans le chauffard, mais en réalité vous avez une palette de sons, encore, c'est-à-dire le son très puissant comme une trompette, on peut le sonner, le même chauffard, tu peux lui donner tous les sons. Quand tu as un chauffard de bonne qualité, tu peux lui donner véritablement des sonorités assez énormes. Bon, alors ça dépend de la qualité du chauffard, ça dépend comment il a été fabriqué. Rauque, je pense que rauque, puisque un son rauque, ça pourrait dire un son un peu voilé. Hein? Vous savez, parfois quand tu manques de souffle, ça peut donner ce son-là, ou quand le chauffard est assez mal ficelé, ou une personne ne sait pas très bien sonner, en général c'est ce son-là qui va sortir. D'accord? Quelqu'un qui sait bien sonner, ça va sonner. Ceux qui sonnent aigus, et c'est peut-être ça l'idée du son ténu, c'est un son aigu comme ça. Et le même chauffard peut donner ces trois sons. Le même chauffard peut donner ces trois sons suivant comment tu positionnes dans la bouche. Enfin bref. Alors, la Gemara cite
une règle qu'on va faire juste après cet enregistrement. Voilà, donc elle cite une règle. Ils ont envoyé, alors, Shalchou les avoués des Shmuel. Ils ont envoyé au père de Shmuel une règle suivante. Hein, c'est par du règle. Kadehu vetaka bo. Kadehu, kedahu. Il y a écrit quoi? Oui, c'est ça. Kedahu vetaka bo. Si quelqu'un a creusé un trou dans une corde et a sonné dedans, Yatsa, il s'est acquitté de l'obligation, de son obligation. Donc il a fait un trou, il a sonné dedans. Alors, ok. Alors la Gemara suppose que ce trou a été percé à l'extrémité, donc ça c'est Rashi qui parle en fait, c'est Artscroll mais avec Rashi derrière. Alors la Gemara suppose que le trou a été percé à l'extrémité étroite du chauffard, évidemment, dans le but de créer une petite ouverture qui permet de souffler. Bon, c'est-à-dire la définition même d'un chauffard. Donc on parle de comment tu fabriques un chauffard. Comment on fabrique un chauffard? Au départ, la corne elle est fermée, tu as enlevé l'os, et maintenant tu fais un trou là-bas, sur la partie la plus pointue. Tu enlèves la pointe. En faisant la pointe, tu crées un petit trou pour faire le joint entre l'extérieur et la partie creuse, et une fois que tu as fait ce joint, bah, c'est comme ça que tu as fabriqué de base ton chauffard. Alors, la Gemara pose la question, elle dit, mais pshita, mais c'est évident. Hein, si tu n'as pas de trou, tu ne peux pas sonner. Ça fait, tu fermes. Donc peut-être qu'il parle d'autre chose. Alors, kulehu nami, mikedar kadehu lehu. Mais toutes les cornes doivent être percées. Sinon, comment tu fais pour sonner? Ça ne peut pas sonner, ça n'a pas de son. Quoique, regardez par exemple le principe des flûtes de Pan. Les flûtes de Pan comme ça, je crois qu'il y a une espèce de... C'est creux, et puis après c'est bouché. Et tu sonnes un petit peu comme ça, mais en... Enfin, je crois hein, que c'est comme ça que ça se sonne. C'est une sorte de tube fermé. Chaque tube a une longueur particulière. Et en soufflant à l'intérieur, tu peux faire souffler le son de la flûte de Pan. Donc on peut imaginer que tu peux souffler dans un chauffard qui serait fermé. C'est une question à poser. Ça donnerait un son un peu plus doux. Celui des flûtes de Pan, un peu plus ou moins. Mais alors, en tout cas, nous dit ici, la Gemara hein, pose une autre question. Parce que la règle d'un chauffard basique, vous achetez n'importe quel chauffard, vous verrez tous une corne normale, trouée, on coupe la partie pointue et on fait un trou. Ok? Mais la Gemara pose donc cette question, mais elles doivent toutes être percées, les cornes, pour souffler. Alors, Amar Ravashi, il répond, Ravashi nous dit, Shekadehu bezachruto. En fait, elle s'applique au cas où il a percé l'intérieur osseux de la corne. C'est-à-dire qu'au lieu d'extraire la corne, comme je vous ai expliqué, pour fabriquer un chauffard, c'est une corne qui est à base en fait de kératine, c'est une corne à base de... C'est la même matière qu'il y a sur les ongles. Donc la corne d'un bélier, sur la corne du bélier en os, sur son os, pousse comme une sorte de protection qui est le chauffard et qui est la kératine. Donc là en fait il parle d'un cas, nous dit Ravashi, où quand ils ont coupé la corne de ce bélier, ils ont gardé la corne du bélier à l'intérieur. Ils n'ont pas détaché la corne, mais ils ont creusé dans la corne, en os, d'accord? Donc ils ont percé l'intérieur osseux, ils ont gardé la corne au lieu de l'enlever. Donc le chauffard ici, c'est vrai que de l'extérieur, tu vois bien effectivement la partie bélier, quoi. Mais en réalité, ils ont gardé la corde. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit en commentaire ici? Le thème Zachrut, qui a été il dit ici, Zachrut, Bezachruto, c'est Zachar, c'est la chaîne du masculin. Alors, en fait, ici, c'est la protubérance osseuse. C'est un terme qui désigne une protubérance osseuse qui se trouve sur la tête de l'animal, autour de laquelle la corne elle pousse. Normalement, après avoir détaché le tout, on retire l'os et on garde la gaine creuse comme chauffard. Donc on a compris, ça c'est ce que je viens de vous expliquer. Mais dans ce cas, il a foré l'os de bout en bout au lieu de le retirer. Donc toute la paroi interne du chauffard est en fait couverte de matière osseuse. Selon le Ritva, l'os a été retiré, mais à l'aide d'un foret, une perceuse, et il reste des petits morceaux d'os à l'intérieur dans la paroi interne du chauffard. Donc on a deux versions pour expliquer le cas. On a soit un morceau de paroi osseuse qui reste, quand on a enlevé, il y a des morceaux qui sont restés, soit on a un morceau complètement foré de cornes d'os. Bon, ça reviendrait au même, a priori. Alors,
Maoud et Tema, qu'est-ce que tu aurais dit dans cette règle? Min bemino chotzetz, qu'un genre de matériau, l'os, repose sur le même genre de matériau, la corne fait écran, et que ceux qui écoutent ne sont donc pas quittes. Kamashmalan, alors cette règle nous enseigne non, que l'os ne fait pas écran de la sonnerie, il est valable. Donc en fait, tu aurais imaginé qu'il y a comme deux matériaux, puisque la partie de l'ongle de cet os-là est restée en place. Si elle est restée en place sur cet os, tu as l'impression d'avoir en fait deux couches, comme deux chauffards l'un sur l'autre, un en os, un en kératine, en ongle. Alors il te dit justement que tu aurais pu imaginer que c'était ce cas-là, mais ce n'est pas ce cas-là. Pourquoi? C'est pour ça qu'on nous enseigne cette règle, justement, à savoir que l'os ne fait pas écran à la sonnerie, et elle reste valable. On peut imaginer ça de manière très simple. C'est-à-dire que l'os, sa pousse naturelle, c'est l'ongle. Donc ça reste l'os. Il s'avère que ici, dans ce cas précis, ta corne de bélier en kératine, en ongle, est en fait toujours attachée à son os, mais de manière naturelle. Et donc ça constitue un tout. Ça n'est pas séparé. Bien qu'il y a effectivement deux matières, une partie osseuse, une partie ongle, l'ongle repose en fait sur sa partie d'origine naturelle. C'est si tu changes qu'il y a un problème. Si tu l'échanges avec autre chose. Mais là, tu ne l'échanges pas, tu l'as gardé dans sa nature de base. Donc, il n'y a pas de problème, et c'est pour ça qu'on nous l'a enseigné. Parce qu'on aurait pu imaginer que c'est un problème, puisqu'on aurait l'impression qu'il y a deux matières différentes. Pourquoi pas? Alors, en commentaire, on va voir s'il pense comme moi. C'est-à-dire que l'on aurait pu croire que la matière osseuse qui recouvre la surface interne du chauffard n'est pas insignifiante par rapport à la corne, et donc que le son se produit par l'os et non par la corne. Que le son est produit par l'os et non par la corne. C'est-à-dire que quand tu as foré, alors lui il voit autre chose, il te dit que quand tu as foré, il restait de la matière osseuse. Donc on reste sur cette vision du Ritva, voilà, où il reste en fait une partie osseuse à l'intérieur, et quand le son est produit, c'est un mélange du parti de l'os et au fond, tu as l'impression que c'est ce qui fait le son n'est pas nécessairement le son qui vient de la corne elle-même, donc ce qu'on appellera le chauffard, de la partie ongle, mais plutôt de sa partie osseuse. Donc on aurait pu imaginer ça. Bon, moi j'aurais pensé que c'est un problème il a bien dit que c'est un genre de matériau sur le même genre de matériau. Un genre sur un autre. Mais il n'explique pas comme ça. Donc voilà. Alors cette règle nous enseigne quoi finalement? Que puisque la corne et l'os sont composés de matériaux similaires et qu'ils grandissent ensemble, sonner dans l'os équivaut à sonner dans la corne. Ah! Oui, mais non, parce que c'est uniquement dans le cas du bélier, enfin de ces animaux-là, que l'ongle et l'os, ils ont poussé ensemble en réalité. Donc c'est pour ça que ça reste la même matière au fond. Bon. Mais il nous apprend ici que l'os et l'ongle donc seraient équivalents pour sonner dans une corne. Bon, ils ont dit quand même qu'ils grandissent ensemble. Donc on comprend que c'est vraiment cette explication qui est donnée ici, et donc c'est ce qu'on avait compris de nous-mêmes. Alors on continue. Alors, est-ce qu'on continue? Oui, on peut continuer. Alors la Mishnah nous avait dit quelque chose. Et alors qu'est-ce qu'elle nous a dit la Mishnah? Alors on continue. Atokea letorabor. Alors on change de sujet. On revient sur le deuxième sujet de notre Mishnah, à savoir les gens qui sonnent dans des citernes, dans des fosses. Donc celui qui sonne, si quelqu'un sonne dans une citerne ou dans une fosse, etc. Atokea letorabor o letoradod, etc. Alors c'est quoi, etc. C'est-à-dire s'il a entendu le son du chauffard, il est quitte. Mais s'il a entendu le son de l'écho du chauffard, il n'est pas quitte. Ça, c'est ce qu'on avait expliqué dans la suite. Bien, ça c'est la Mishnah. Alors, qu'est-ce qui se passe à propos de ce sujet? On en avait déjà parlé, puisqu'on avait récupéré cette Mishnah-là dans un même sujet, mais on en reparle ici. Alors, Ravuna a dit, Lo shanu ela leotan amedim al sefat abor. On a enseigné ça dans la Mishnah de l'écho. Ça ne pose problème que pour ceux qui se tiennent sur le bord de la fosse, puisque c'est au bord de la fosse que tu vas entendre l'écho, mais pas à l'intérieur. Aval otan amedim babor yatsu. Mais ceux qui se tiennent dans la fosse sont toujours quittes. C'était une des questions que je me posais, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais ce problème-là dans ma tête qui traînait. Eh bien, parce que tu as toujours ce mélange du son, l'écho, tu l'entends quoi qu'il arrive. Quand tu es dedans, à côté, ça veut dire qu'il faudrait interdire à ce moment-là directement toute fosse. Mais non. Donc il précise ici, et c'est bien de l'avoir précisé, donc c'est quand tu te trouves au bord de la fosse. Ça veut dire que tu n'entends pas vraiment le son d'origine. Tu n'entends que l'écho. Tu entends
sa copie, quoi. Ok? Mais ceux qui sont dans la fosse, eux, sont toujours quittes. En fait, Ravuna pense qu'on entend l'écho du chauffard seulement quand on est en dehors de la fosse. Alors ça, c'est l'interprétation de Hardscroll encore. Alors, on va voir qu'est-ce qu'ils vont nous dire. C'est pour cette raison que ceux qui se trouvent sur le bord doivent s'assurer d'avoir bien entendu le son authentique du chauffard. Par contre, ceux qui se trouvent dans la fosse entendent toujours le son authentique du chauffard et donc sont toujours quittes. Ça, c'est ce que nous dit Rashi. Bon, ok. Le Roche s'oppose à cette approche et explique pour sa part que l'on considère effectivement que ceux qui se trouvent à l'intérieur de la fosse entendent toujours le son original du chauffard, mais ceux qui se trouvent à l'extérieur ne peuvent pas distinguer le son authentique de l'écho, tout simplement. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'ils ont du mal à savoir c'était quoi le bon, c'était quoi la copie. On considère donc toujours qu'ils ont entendu d'abord le son invalidé, et donc ils ne sont jamais quittes pour ceux qui sont dehors. Ainsi, quand la Mishnah nous dit s'il a entendu le son du chauffard, en fait, il fait allusion à quoi? Il fait allusion à quelqu'un qui se trouve à l'intérieur de la fosse. Et lorsqu'il dit s'il a entendu le son de l'écho, elle veut dire en fait c'est quelqu'un qui se tient en dehors de la fosse. Tout simplement. Donc, et c'est ça ce que veut nous dire la Mishnah. Donc le problème n'est pas de savoir qu'est-ce que Ravuna nous dit. Il ne sait pas on entend l'écho ou on n'entend pas l'écho. C'est qu'est-ce que voulait dire la Mishnah quand on entend l'écho? Ce que Ravuna voulait dire, c'était voilà, quand tu es dehors en fait. Entendre l'écho, ça veut dire quand tu es dehors de la fosse, tout simplement. Ben, ça se rejoint. Hein. En fait, ils disent tous la même chose, plus ou moins. Hein. Alors, le Rambam, il applique la distinction de Ravuna au cas de la fosse et de la citerne, en omettant celui du grand tonneau. Donc, pour Rambam, on a le même cas pour la citerne et la fosse, mais le tonneau, c'est autre chose. Le Ran explique que l'écho produit dans un tonneau, par un tonneau, est si puissant que même celui qui se trouve à l'intérieur peut aussi l'entendre. Et donc, la règle de la Mishnah s'applique donc aussi à lui. Il prétend, la règle de la Mishnah s'applique donc aussi à lui, et il prétend au contraire que les trois cas ont le même statut légal que si le Rambam s'est abstenu d'énoncer cette règle. Donc voilà, donc on a dit comment il s'appelle, pour le Ran, qui diffère du Rambam. Le Rambam pense que le tonneau et la citerne c'est pareil, pense que la citerne et la fosse c'est la même chose. Le Ran pense que le tonneau est compris dans les trois cas, parce que quand tu es dans un tonneau, l'écho est tout aussi puissant. Il est même plus puissant, puisque évidemment il y a la paroi qui gêne et qui ne sort pas, et donc le tonneau renvoie le son à l'intérieur, et il a bien raison. Donc les trois ont le même statut légal. Alors pourquoi le Rambam s'est abstenu d'énoncer la règle de Ravuna à propos du tonneau? Ce n'est pas pour dire que c'était différent, mais c'est seulement parce que celui-ci étant relativement petit, bien qu'il soit possible de diriger la sonnerie dedans, il est improbable d'y entrer et de sonner. C'est-à-dire qu'un tonneau, qui va aller faire une sonnerie de chauffard dans un tonneau? C'est tout simplement. Il n'a pas cité le tonneau parce que ça semble improbable que quelqu'un allait se promener dans un tonneau. Alors, je vais vous dire le cas où tu peux te retrouver dans un tonneau à sonner du chauffard. Précisément pour cacher le son. C'est-à-dire que tu veux sonner, et tu ne vas pas le sonner fort, hein, parce qu'on peut sonner très fort le chauffard, mais tu vas le sonner pour ne pas déranger, justement, pour pas que ça s'entende, et tu vas en général te retrouver dans le tonneau. Imaginez une période de l'Inquisition, on est de la période de Rambam, on est une période où lui, il a peut-être commencé à voir les prémices de l'Inquisition, les prémices de cette période où les Juifs vont aller être chassés d'Espagne, où il fallait commencer à être un peu discret avec les non-juifs quand tu sonnais ton chauffard pour pas être trop embêté. Et donc peut-être c'est de ça qu'il parle finalement Rambam. Et donc sonner dans un tonneau. Alors pour Rambam c'est improbable, mais le Ritva qui a peut-être vécu lui, puisqu'il vient après, le Ran pardon, qui vient apparemment après le Rambam, puisqu'il explique le Rambam il est venu bien après. Du coup, lui, il a vu cette période de persécution chrétienne. Ayant vu cela, il a imaginé très bien, effectivement, d'être obligé d'aller se réfugier dans un tonneau pour sonner discrètement le chauffard, pour soi-même ou pour d'autres, mais pour sonner discrètement, pour atténuer le son. Et donc, du coup, oui, effectivement, on a cette idée, voilà, il voit très bien le cas possible. C'est juste que pour le Rambam, pour lui, c'est pas possible d'aller dedans. Donc pourquoi pas, voilà, on peut expliquer ça d'un point de vue histoire. Ok? Alors il s'avère que la Braïta nous a enseigné cela.
Tanya Nami Achi, continue notre Gemara. Donc on a fini les commentaires sur notre citation précédente de Ravuna. Alors on continue avec la Braïta. Atokea letoch habor o letoch hadoud. Celui qui sonne dans une fosse ou dans une citerne, Yatsa, il s'est acquitté. Ve'atnan lo Yatsa. Mais comment la Braïta peut-elle énoncer cette règle sans émettre de restriction? Il dit qu'il s'est acquitté quoi qu'il arrive. Donc justement, Ve'atnan. Mais pourtant, il a été enseigné dans la Mishnah, lo Yatsa, qu'il ne s'acquitte pas dans le cas de l'écho, justement. Alors, je répète que l'écho, il est répété partout ici, mais dans la Mishnah originale, il n'y a pas écrit le mot écho. Je répète la Mishnah originale, comme ça on a une idée bien plus claire encore, ou dans un tonneau, etc. S'il a entendu le son du chauffard, il sort, il s'est acquitté, mais s'il a entendu le son de l'écho, eh bien je m'excuse, c'est précisé s'il a entendu le son de l'écho. Donc, j'avais oublié. Donc, ce n'était pas dans le commentaire, c'est véritablement dans le texte. Donc, il y a bien écrit dans la Mishnah qu'il ne s'est pas acquitté dans le cas de l'écho. Et la lave shema mine qui dérape huna. Mais on doit en déduire ne devons-nous pas plutôt en déduire de la distinction identique à celle de Ravuna? C'est-à-dire que est-ce que cette Braïta n'est pas en train de nous faire, en fait, une répétition de ce qu'a dit Ravuna? C'est-à-dire que Ravuna a concilié finalement la Mishnah avec cette Braïta. Shama mine, il faut déduire ces distinctions de la Braïta. Tout simplement. Eh bien, c'est-à-dire que cette Braïta, eh bien, est à l'origine de ce que nous a dit Ravuna, à savoir que quand tu es dans la citerne, quand tu es dans la fosse, ça marche, mais dès que tu en sors, ça ne marche plus. Tu es en train d'écouter l'écho, et c'est ce que nous disait la Mishnah. Donc la distinction de la Braïta, et elle correspond bien à ce que dit Ravuna par rapport à ce que disait la Mishnah, tout simplement. Ravuna a mis en, comment dirais-je, a mis en relation les deux. Alors, la Braïta qui enseigne sans restriction que le sonneur s'est acquitté de son obligation pense manifestement que ceux qui se trouvent dans la fosse entendent toujours le son original du chauffard et s'acquittent donc toujours de leur obligation. En fait, si le son est déformé de quelque manière que ce soit, en passant en dehors par un écho ou je ne sais quoi, il n'est plus valable. Donc, ceux de la Braïta pensent comme Ravuna et il semble que tout le monde soit d'accord là-dessus. Très bien. Alors, la Gemara cite une autre version de l'échange qui a été dit. On a une autre version de cela. Et rappelez-vous des règles qu'on a établies la semaine dernière, dans la vidéo d'avant, qui disait justement, quand il y a deux fois la version d'une même chose, eh bien, ça dépend des uns. Certains pensent que c'est la première qui est toujours valable, certains pensent que c'est la deuxième qui est toujours valable, certains pensent que si c'est une loi de la Torah, il faut choisir la plus stricte. Alors, on va voir justement qu'est-ce qui se passe ici. La Gemara cite donc une autre version de ce qu'on vient d'expliquer. Donc il existe une Braïta, il y a donc ceux qui relèvent une contradiction donc entre la Mishnah et la Braïta. Donc on a bien vu qu'il y a cette contradiction puisqu'il nous manque effectivement dans la version de la Braïta la partie de l'écho où on te dit qu'il n'est pas acquitté. Donc il y a une contradiction. Alors quelle est la contradiction? Alors dans notre première version, les paroles de Ravuna venaient expliquer la Mishnah. Et la Gemara avait donc confirmé les propos qui montraient qu'il représentait bien la seule manière de résoudre l'apparente contradiction entre la Mishnah et la Braïta. Mais on a une deuxième version qui présente en premier lieu une contradiction entre la Mishnah et la Braïta. Et Ravuna va venir résoudre cette difficulté aussi, en fait. Donc dans les deux cas, Ravuna nous résout le problème. Alors quelle est la contradiction? Il a été enseigné dans une Mishnah, si quelqu'un sonne dans une fosse ou dans une citerne, il ne s'est pas acquitté. Alors, c'est ce que dit cette Braïta. Et pourtant, il y a écrit dans une autre Braïta qu'il s'est acquitté. Donc on a une deuxième Braïta qui nous dit que quand quelqu'un sonne dans une fosse ou dans une citerne, il n'est pas acquitté. Mais pourtant, on vient de citer une Braïta où on a dit qu'il s'était acquitté. Et même la Mishnah était dit qu'il s'est acquitté quand même. Alors Ravuna a dit, ce n'est pas une difficulté. Amar Ravuna, la Kashia. Kan leotan aramdim al sefatabor. Ici, c'est ceux qui se tiennent debout effectivement sur le bord de la fosse. Il s'avère que quand je dis le bord, bord veut dire fosse en hébreu, donc il se tient sur le bord de la fosse, et il est possible d'entendre donc l'écho du chauffard, ce que rajoute Hartskoll, Kan leotan aramdim babor, et là-bas ce sont ceux qui se tiennent dans la fosse et où on n'entend jamais l'écho. Donc on a tout simplement deux braïtas différentes, et cette deuxième braïta au fond vient confirmer ce que nous disait la Mishnah, mais il n'y a pas écrit précisément le mot fosse, il n'y a pas écrit précisément que c'était à propos de l'écho qui discutait. Mais en réalité, il s'agit de la même chose. Bref, en tout cas, Ravuna résout toujours la question ici. Bon, alors on continue. Bon, c'est une autre version de ce qui a été dit avant
Mais ici, la conclusion est la même, donc il n'y a pas vraiment de halakha à tirer différente, puisque la conclusion est la même. Alors, la Gemara cite 2 règles en rapport. Alors, on fera ça dans une prochaine vidéo.